Bonsoir, je vous invite à prendre place. Alors, bon retour au conseil municipal. Avant de commencer, bien, pour les personnes qui se sont senties oubliées dans mon premier message d'anniversaire du mois de février, je prends le temps de souligner les anniversaires du mois de janvier maintenant. Alors, commençons avec cela. Ah, puis M. Rotrin n'est même pas là, parce que c'est sa fête aujourd'hui. Alors, je voulais commencer avec son anniversaire. Mais allons-y avec M. Marinacci, qui fête son anniversaire demain. Bonne fête, M. Marinacci. Suivi de Mme Vodanovic, de M. Croteau, Mme Lavigne-Lalonde et de M. Parizeau. Alors, joyeux anniversaire en retard à vous. Désolée pour l'oubli de tout à l'heure. Également, bien, j'aimerais vous informer que Marie-Josée Parent a annoncé tout à l'heure qu'elle se joignait au rang, donc aujourd'hui, de Projet Montréal et qu'elle siège aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avec l'équipe de Projet Montréal. Alors, sur ça, nous allons démarrer la période de questions du public. J'aimerais commencer en invitant Monsieur. Nous n'avons pas de nouveau plan de banquette. Je sais que c'était rendu populaire à chaque début de nouveau conseil, mais pas pour aujourd'hui, pas pour maintenant en tout cas. Alors, on va commencer, on va accueillir M. Yvon Gauthier dans la salle du conseil. Bonsoir, M. Gauthier. Bonsoir, Madame la Présidente. On vous écoute. La question s'adresse à Madame la mairesse. Je fais partie d'un groupe de propriétaires de maisons Shoebox qui s'est constitué suite à la mise en place du moratoire en mai dernier dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Depuis, nous avons exprimé nos craintes quant à la proposition réglementaire de l'arrondissement développée en interne sans concertation des propriétaires de ces maisons. Une partie des propriétaires actuels de maisons Shoebox ont acheté leur maison en regard de leur potentiel de transformation, en plus des achats, des projets qui peuvent se chiffrer dans plusieurs centaines de milliers de dollars. La proposition réglementaire présentée en deuxième lecture dans l'arrondissement réduit le potentiel de transformation et de complexité de l'enveloppe. De ces contraintes, des coûts réduit le potentiel de transformation et ces contraintes ajoutent des coûts supplémentaires de réalisation, soit à la conservation, à la restauration, à la complexification de l'enveloppe. On peut donc moins construire de mètres cubes et le prix augmente par le fait même. Lorsque questionné au sujet des soutiens offerts aux propriétaires qui devront faire face... Monsieur Gauthier, oui. Est-ce que vous pouvez passer à votre question? C'est parce que le préambule, ça ne sera pas long, là. Oui, mais en fait, c'est qu'on a 1 minute et demie pour la première question et 1 minute pour la deuxième. Je pourrais vous laisser plus de temps ensuite pour poser vos questions complémentaires, mais pour cette fois-ci, je vous demanderai de poser la question, comme ça l'administration pourrait vous répondre. Sans doute qu'il n'y aura pas de questions complémentaires. Est-ce que je peux prendre le temps pour ça? Je vous inviterai quand même à passer à votre question, puis je vous reviendrai ensuite. OK. Étant donné que cela fait partie de Projet Montréal, nous aimerions savoir ce qui sera mis en place pour soutenir les propriétaires des maisons Shoebox qui se verront imposer des règlements plus stricts et coûteux et pour tous les propriétaires de ce type de maisons dans l'ensemble de la Ville de Montréal lorsque seront adoptés ces règlements similaires dans d'autres arrondissements. Merci pour votre question, M. Gauthier. Madame Gosselin. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonsoir, M. Gauthier. Je vais répondre à la question. Donc, premièrement, il y a plusieurs choses que vous dites dans votre question là, qui sont
qui sont pas tout à fait vraies. Vous dites qu'il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu une grande assemblée publique à laquelle l'ensemble des propriétaires se sont prononcés. On a recueilli des mémoires, on a poursuivi les discussions, puis on a même fait un comité de travail sur lequel siégeaient des propriétaires de Shoebox, puis ils représentaient l'ensemble. Alors, dire que ça s'est fait sans concertation, ça s'est pas fait avec chaque propriétaire, mais ça s'est fait avec les propriétaires de Shoebox. Quant à la réduction du potentiel de transformation, en fait, on donne plus de possibilités que ce qui était disponible avant. Avant, on ne pouvait pas s'agrandir en restant sur un seul étage par en arrière. Maintenant, vous le pouvez. Vous pouvez aussi ajouter un étage. Les coûts associés à ce qu'on demande, ça, on l'a testé aussi auprès des architectes. Et pour ajouter un deuxième étage, il faut de toute manière faire refaire le toit. Donc, les choses qui sont demandées sont dans le respect du patrimoine. Ils sont du même ordre que ce qu'on demande aux autres propriétaires de duplex et de triplex quant à la restauration, la rénovation de leur maison. C'est juste qu'avant, les shoebox passaient en dessous du radar, il n'y avait aucune protection, et maintenant, il y en a. Alors, les shoebox ne sont pas dans une situation exceptionnelle, ils sont dans un programme d'intégration et d'implantation. Et en conclusion? Plusieurs maisons à Rosemont. Merci, Mme Gosselin. Monsieur Gauthier, souhaitez-vous poser une deuxième question? Oui, à ce moment-là, quand le projet va passer, ça va être appliqué à tous les arrondissements. Mme Gosselin? Attendez, Mme Gosselin, que le micro s'allume. Allez-y. Alors, M. Gauthier, les règlements d'urbanisme sont la responsabilité des arrondissements. Ce n'est pas tous les arrondissements qui sont concernés. Il y en a qui sont fortement concernés et qui vont attendre le projet de règlement, qui vont l'étudier et qui vont en prendre ce qu'eux souhaitent prendre. Alors, parce qu'ils ne sont pas tous dans des situations comparables. Mais à Rosemont, on aura fait ce travail-là. Il sera disponible pour les autres arrondissements qui veulent s'en inspirer, sans obligation de leur part, bien sûr. Merci, Mme Gosselin. Merci, M. Gauthier, pour vos questions. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Chapman à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Chapman. Bonsoir, Mme Wong. Bonsoir, on vous écoute. Je commence d'abord avec les félicitations. Il y en a beaucoup à remettre, donc laisse-moi passer un par un rapidement. Premièrement, au conseil, à l'arrondissement de Saint-Laurent, merci beaucoup d'avoir accompli, d'avoir franchi la 5e étape de Fédération canadienne des municipalités. C'est vraiment, vraiment chouette. Chaque arrondissement devrait regarder son plan de près. C'est très intéressant, étoffé, puis compréhensif. Deuxième chose, merci beaucoup d'avoir remis les données au processus de benchmarking des villes canadiennes. Nous avons cette première Ligue nationale du climat de publier sur carrefourclimat.ca grâce, entre autres, à la participation puis la collaboration de la ville. Donc, merci beaucoup. Ça va nous permettre de montrer aux citoyens les avantages qui viennent concurremment avec le défi qui nous fait face au changement climatique. Troisièmement, merci beaucoup d'avoir réaménagé le plan de réaménagement du Square Phillips, puis tous les autres plans semblables sont vraiment, vraiment géniaux. On voit un engouement auprès des citoyens de ces quartiers-là de voir leur quartier verdir. Quatrièmement, modélisation par la Fondation Suzuki, Trottier et autres. Merci beaucoup, malgré la manque de participation citoyenne dans ce processus-là. Si on fie trop sur ce processus, on risque de laisser beaucoup de monde en arrière. Et finalement, Monsieur Chapman, le votre budget question. carbone. Merci beaucoup. Est-ce que vous, collectivement, recevez mes félicitations? Merci. OK. Bon. C'est le plus facile yes que j'ai jamais eu dans cette salle-ci. C'est tout le temps qu'on avait pour la première question. Je vous inviterai peut-être à passer directement à la question à l'élu ou à l'administration. D'accord. Donc, deuxième question, seule question réellement, les problématiques. Donc, on constate quand même plusieurs problématiques, surtout la problématique que la population montréalaise mal comprenne la transition qui nous fait face. Pour beaucoup d'entre eux, ça fait peur.
ça fait quelque chose d'impossible puis de défisant d'une manière qui leur fait peur. Et donc, c'est important que le cible de 2050 devienne un cible public puis qu'on célèbre. Il faut qu'on le rende ludique, carrément. Donc, pour ça, la déclaration MTL 400, qui a été présentée ici même il y a 2 ans, qui a été signée informellement par la mairesse il y a 1 an, puis il y a 3 ans, cette même cible a été présentée ici avec l'appui de 36 communautés montréalaises, entre autres les communautés religieuses, les communautés professionnelles, les communautés de toutes... Et M. Chapman, est-ce que walk vous of avez une life. question pour cette deuxième intervention? Qu'est-ce qu'il vous faut, Madame la mairesse, pour annoncer publiquement que nous souhaitons donner à Montréal le cadeau de la carboneutralité à l'occasion de son 400e anniversaire, soit d'ici 23 ans, en rendant cette opportunité-là ludique, le fun, Merci, M. Chapman. ensemble pour toute la collectivité? Merci, M. Chapman, pour votre question. M. Parenteau. Alors, merci, M. Chapman, pour votre question. En fait, on s'est déjà rencontrés pas plus tard que la semaine dernière, entre autres, et effectivement, Montréal s'est déjà engagé pour la carboneutralité pour 2050. C'est un objectif long terme. 2030, c'était un autre objectif. Et ce soir, on aura aussi une motion qui sera présentée par l'opposition officielle où on aura à discuter de cette question-là. Et on travaille présentement, et vous le savez, sur un plan avec l'ensemble des acteurs principaux du milieu, avec un plan avec des échéanciers, des cibles et des objectifs très clairs et qui seront suivis à la lettre dans les prochaines années. Alors, j'espère que je réponds à votre question. Merci. Merci, M. Parenteau. Merci, M. Chapman, pour vos questions. Bonne soirée. J'invite M. Daniel Major à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Major. Bonsoir. On vous écoute. Oui. Bon, ma question est pour Mme Plante. Vous avez basé votre campagne, Mme Plante, pour la campagne électorale, sur le fait que la transparence doit être la règle numéro 1 d'une administration municipale. Cette règle n'est pas appliquée à Outremont. En novembre 2016, les résidents d'Outremont se sont prononcés par référendum pour appuyer le règlement qui interdisait les nouveaux lieux de culte sur l'avenue commerciale Bernard. Je rappelle que M. Tomlinson était contre l'adoption de ce règlement. Au conseil d'arrondissement du 14 janvier dernier, le maire, en réponse à une citoyenne, semblait dire que le contentieux de la ville négociait avec le promoteur Michael Rosenberg relativement à l'installation d'une synagogue de 10 000 pieds carrés à côté du théâtre Outremont, sur la rue Bernard. Si c'est le cas, il est inacceptable qu'il y ait des négociations à huis clos dans un dossier qui a été débattu publiquement, qui a fait couler beaucoup d'encre et préoccupé la grande majorité des citoyens. Madame Plante, je sollicite votre aide pour que votre collègue, M. Tomlinson, fasse respecter le résultat du référendum. Ceci s'appelle la démocratie. Si le promoteur veut aller contre le vote populaire, qu'il s'adresse à la Cour, il n'y a rien à négocier. Merci, M. Major. M. Tomlinson. Monsieur Major, merci de votre intervention ici ce soir. Je vous rappelle des faits importants dans le dossier de ce fameux dossier que vous mentionnez qui a mené au référendum en 2016. C'est parce qu'il y avait des permis qui avaient été accordés en bonne et due forme, en plein droit en 2015. Et ensuite, le dossier a été judiciarisé en 2016. Et c'est ce dossier-là qui est entre les mains des avocats depuis 2016. Moi, je maintiendrai toujours, je vous le dis à vous, je vous l'ai déjà dit, nous allons respecter les résultats du référendum. Ce dossier-là est la cause du référendum. Il y a eu des permis d'octroyer. La cause est devant les avocats présentement pour voir s'il va y avoir un jugement, une entente. On ne le sait pas présentement. Les avocats se parlent depuis 2 ans et demi sur ce dossier-là. Pour ce qui est de tout nouveau lieu de culte, on va absolument respecter le référendum de 2016. Merci. M. Major, avez-vous une question complémentaire? Alors, vous dites qu'il va y avoir un lieu de culte à cet endroit-là. Et de combien de pieds carrés? Je ne vous parle pas des nouveaux, à l'exception de Champagneur et Bernard. Je parle de celui de Champagneur et Bernard. Merci. M. Tomlinson.
Oui, encore une fois, merci, M. Major. En fait, les détails du nombre de pieds carrés dans le permis original de 2015, malheureusement, je ne les connais pas comme ça, mais ça va me faire plaisir de vous envoyer, de demander à nos services de savoir. Il y a 3 permis qui ont été acceptés en bonne et due forme en 2015. Et quels sont les détails de ces permis-là? Je pourrais vous faire parvenir ça sans problème. Merci. Merci, M. Major. OK, merci. Bonne soirée, merci. J'invite maintenant Mme Christa Jappel à rentrer dans la salle du Conseil. On nous a fait la demande d'éteindre la caméra pour cette question-ci, mais de garder le micro pour l'enregistrement. Bonsoir. Bonsoir. Ma question s'adresse à Mme Plante. Et je continue un petit peu sur le thème de la transparence qui a été soulevé par mon concitoyen. Je m'explique pour être plus précise. Il y a 4 comités consultatifs des citoyens qui ont été formés par le Conseil d'Outremont en mai 2018. Le comité bon voisinage, le comité environnement, le comité culture-commerce et le comité développement durable. Les procès-verbaux des rencontres de ces comités ne sont pas déposés au greffe et ne sont pas publics. Le maire a confirmé, lors de la dernière période de questions du Conseil, que les dits procès-verbaux ne seront pas rendus publics. Pour le citer, on a décidé de ne pas fonctionner comme ça. Les citoyens sont donc privés de l'accès à l'information sur des discussions qui sont tenus et qui ont un impact sur la qualité de la vie de toute la communauté. Sous les administrations précédentes, les procès-verbaux ont toujours pu être consultés en ligne sur le site de l'arrondissement. Je trouve ce manque de transparence inacceptable. Madame Plante, je vous prie d'intervenir en notre faveur afin d'obliger le maire Tomlinson à rendre public les procès-verbaux de ces 4 comités consultatifs et à ne pas se contenter d'en donner les recommandations. Merci, Mme Jappel. Monsieur Tomlinson. Madame, merci d'être venue ce soir pour nous poser la question. En effet, nous avons décidé de fonctionner autrement de ce qui était fait par d'autres administrations précédemment. Ce sont justement des comités citoyens. C'est des citoyens qui siègent dans ces comités-là. Donc, lorsqu'on parle que les citoyens ne sont pas au courant, c'est des citoyens qui sont sur ces comités-là. Et en effet, on a décidé de travailler par mandat. Donc, chaque comité reçoit des mandats de la part du conseil d'arrondissement. Et lorsque le mandat est terminé, il y aura un rapport complet sur le mandat et des recommandations vont être formulées au conseil par rapport au mandat directement. Donc, on a décidé que dans ce cadre-là, des minutes de rencontre pour chacune des rencontres n'étaient pas nécessaires, en effet. Donc, tout simplement, nous allons produire un rapport. En fait, chaque comité va produire un rapport à la fin pour dire voici qu'est-ce qu'il y en est du mandat sur lequel nous avons travaillé. Merci. Merci, M. Tomlinson. C'était peut-être pas nécessaire pour vous, mais pour nous, comme citoyens, pour suivre les développements à Outremont, on aimerait bien pouvoir avoir accès aux informations et pas juste un résumé qui ne décrit pas du tout les démarches qui sont faites, malheureusement, pas de façon ouverte. Merci. Merci. Monsieur Tomlinson. Parfait. Merci beaucoup, Mme Jappel. J'invite maintenant M. Lucien Pigeon à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Pigeon. Bonsoir, Mme Wong. Bonsoir, tout le monde. Ça va bien? C'est moi encore une fois. Je veux commencer par vous féliciter pour ce que vous avez fait dans mon bout du parc Promenade Bellerie. Vous avez enlevé le stationnement d'auto, puis vous avez mis une petite place pour le public, une petite place pour la marche du public. J'ai marché mon petit chien hier, puis j'ai trouvé ça vraiment agréable. J'ai trouvé ça extraordinaire. Projet Montréal, continuez votre beau travail. Là, ça va être mon sujet. Vous savez qu'en France, ils se mobilisent, les gilets jaunes, et puis les gens qui veulent que les populations soient désespérées des gouvernements qui sont incapables de prendre mesure de l'urgence climatique et agir en conséquence. Ils sont désespérés. Et puis, ça pourrait arriver au Québec,
Moi, personnellement, je suis membre de Gilets jaunes. Et puis là aussi, je vais être membre de d'autres groupes qui vont vraiment mettre la pression sur tout le monde pour qu'on agisse. Je pense qu'il y a des temps. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû régler ce problème-là de la crise climatique parce qu'on savait que ça s'en est, c'est pas d'hier. En tout cas, j'arrive tranquillement à ma question. J'aimerais savoir, parce que j'ai ici, du 15 décembre, le budget carbone qui a été proposé par l'opposition. Je vous félicite parce que vous avez de l'initiative. Mais Monsieur on Pigeon? dit... Oui. Est-ce qu'on pourrait passer tout de suite à la question? Parce que Oui. le temps de la première question est écoulé, mais je vous redonne la parole ensuite. Ma question fait rapport à cet article, On vous écoute, oui. OK, qui dit que En fait- vous avez le même plan que l'opposition propose. Mais j'aimerais savoir si c'est vraiment le même plan. Mais pour ma question, OK, j'en reviens. merci. Est-ce que c'était ça OK. votre question, M. Pigeon? J'aimerais savoir comment vous allez atteindre votre cible carboneux d'ici 2050. Merci. Si vous ne prenez pas les moyens le plus près possible de ce que l'opposition vous a proposé le 15. Merci, M. Pigeon. ou- On va laisser la parole à M. Parenteau. Merci. Ah, j'ai oublié de demander. Ma question serait à Mme Plante, plutôt. J'ai oublié ce parti-là. OK, on va finir avec vous, j'imagine. Ben oui, je En suis tout désolé. cas- J'aurais aimé faire autrement. Je suis habitué. Et les soirées comme ça. Je suis habitué avec vous quand même. Monsieur Pigeon, Oui. merci pour votre question et surtout votre intérêt. Toujours présente au niveau de la lutte au changement climatique. Effectivement, les objectifs sont importants. Alors, il y a un plan qui va être déposé ici au Conseil dans les prochains mois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre avec des cibles claires. Et par la suite, ces cibles-là, mais il faudra les suivre et se mettre des objectifs clairs pour qu'on puisse justement atteindre l'objectif du 2050 ultimement. Mais on espère tous bien avant pour réaliser une réduction et devenir carboneux. Ma question supplémentaire, vous dites Allez-y. dans les prochains mois. Je pense que ça fait 3 mois que je viens ici et j'ai toujours cette réponse-là. Est-ce que vous parlez de 2020, de réduire la ville, de réduire 20 les gaz à effet de serre? Il reste juste quelques mois, là. On va être en 2020. Combien vous allez vraiment réduire le GES? Vous estimez 30 la dernière fois. M. Parenteau? Alors, on va déposer dans ce conseil ici des résultats de réduction au moment opportun. Présentement, on travaille à mettre des nouvelles cibles en place puis atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, ce soir, vous faites 3 mois que vous venez en conseil, mais on se parle les soirs de conseil, mais en plus, on travaille dans le jour puis au courant des semaines qui suivent à élaborer ce plan avec, comme je disais tantôt, avec les acteurs du milieu pour s'assurer qu'on travaille tous ensemble. Et c'est au-delà de la volonté politique, c'est aussi d'amener l'ensemble des citoyens à participer avec nous afin d'atteindre ces objectifs. Merci, mais le Merci. temps presse, hein, mes chers amis. Merci beaucoup, M. Pigeon. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Desbioles à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Desbioles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Avec du retard, mais je vous souhaite quand même une bonne et heureuse année. Et continuez votre travail. Ma question s'adresse à M. Parenteau. Concernant, je sais qu'il y a des initiatives, vous êtes très sensibilisés en ce qui concerne l'accessibilité universelle. Vous aviez, il y a quelques mois, pris un contact avec l'association Execo concernant le déneigement. Et vous avez dit que vous alliez faire suite et vous n'avez jamais redonné suite à la première rencontre que vous avez eue avec l'association. Ma question est la suivante. Est-ce que, à moins que je me trompe, est-ce que les débarcadères devant nos résidences, les arrêts d'autobus et les passages piétons sont-ils en priorité déneigés? Parce que ça me pose personnellement un gros problème. Merci pour votre question. M. Parenteau? Merci, M. Desbioles, pour votre question. Effectivement, je connais très bien la situation et aussi pour avoir été 4 ans au conseil d'administration de la STM.
la problématique du déploiement des rampes, la neige a un impact directement sur le déploiement des rampes et on sait que si un chauffeur d'autobus ne peut pas déployer sa rampe, mais effectivement, il retourne puis vous êtes pris à la maison. J'en suis très conscient et c'est pour ça quand on a eu la rencontre, par la suite, j'ai eu un suivi avec Mme Marie Turcotte justement à ce sujet-là. Et pour l'ensemble du territoire, ce que je pourrais vous dire, c'est que le déploiement se fait d'une priorité 1 sur les artères. Évidemment, les arrêts d'autobus sont dans les priorités 1. Maintenant, il faut amener cette priorité au niveau des maisons individuelles. Le défi est encore là-dessus. Je n'avais pas la solution spécifique pour Mme Turcotte à ce moment-là, à cause du délai où on voulait les mettre un déblaiement plus rapide. Et comme on sait que les gens habitent de différents endroits sur la ville, on devenait... il faut que les équipes puissent travailler quand même dans une suite continue. Alors, on essaie de trouver une autre solution qui pourrait être efficace pour permettre, dans le fond, de vous permettre de vaquer à vos occupations le plus rapidement possible et le plus naturellement possible comme tout autre individu qui habite la ville de Montréal. Merci. Est-ce que vous souhaitez poser une deuxième question? Une deuxième autre question. Je sais votre attachement concernant l'accessibilité universelle, tout ce que vous avez fait dans votre arrondissement, je vous en félicite. Pensez-vous que les décisions que vous avez prises à Verdun se pourraient s'appliquer sur toute l'île de Montréal? C'est-à-dire, quand un commerce se rénove ou change de propriétaire, de le rendre absolument obligatoirement accessible. À moins que autrement, ça veut dire qu'on n'a pas envie de nous voir, alors il faut qu'on nous le dise tout de suite. Bon, à votre question, M. Desbioles, ce qui se fait dans l'arrondissement, autant pour l'accessibilité universelle que pour toute autre activité, la Ville de Montréal cherche à favoriser les meilleures pratiques. Alors, dans le cas de l'accessibilité universelle, je travaille beaucoup avec ma collègue, Mme Filato, à ces sujets-là, puis on essaie d'améliorer l'ensemble, autant pour l'accessibilité universelle que d'autres pratiques dans d'autres domaines. Alors, on espère qu'un jour, on sera accessible pour tous. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne soirée. J'invite maintenant M. François Picard à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Picard. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, on vous écoute. J'aimerais poser à Craig Sauvé mes deux dernières questions sur le SRB P9. Le SRB P9 est un projet qui réduit le service aux usagers de trois façons. En enlevant 20 arrêts d'autobus sur 35, en laissant un service de bus très questionnable dans Hochelaga et en laissant pour compte le secteur entre Jarry et Jean-Talon, pourtant populeux et défavorisé. Le SRB P9, c'est un projet avec des objectifs qui ont mal vieilli, surtout en tenant compte du prolongement de la ligne bleue. C'est aussi un projet avec beaucoup d'incohérences, en particulier en ayant deux parcours de bus en parallèle, un en rive et l'autre au centre du boulevard. Tout ça, ça soulève des questions auxquelles le site Web ne répond pas, auxquelles les communiqués de presse ne répondent pas et pour lesquels les conseillers du projet n'ont pas l'autorisation de divulguer les réponses. Voici donc ma question. Est-ce que la Ville peut améliorer le transfert d'informations vers les citoyens afin que les citoyens puissent avoir réponse à leurs questions et mieux comprendre le projet? Merci pour votre question. Monsieur Sauvé. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Picard, d'être venu ici pour nous poser des questions encore sur le SRB P9. En général, c'est un projet qui va augmenter la rapidité entre le nord de la ville et le sud de la ville, jusqu'à Pierre-de-Coubertin pour le moment. Donc, on parle de 10 à 11 minutes de sauver pour chaque trajet entre le nord et le sud. C'est quand même pas négligeable. C'est un très bon service qu'on va pouvoir offrir. Donc, effectivement, il y a ce projet-là. On regarde à voir comment on peut le prolonger vers Notre-Dame également. De plus, l'STM, comme vous savez peut-être, est en train de revoir totalement son réserve de service d'autobus en général. Donc, il y a peut-être d'autres moyens, d'autres choses qui vont changer entre-temps. Mais pour nous, pour l'administration, je pense que tout le monde dans la salle, on est d'accord que le SRB P9, ça a pris trop long pour se réaliser. Donc là, nous sommes en construction, nous sommes très heureux de ce fait-là, mais pour nous, on va vraiment augmenter l'efficacité, la ponctualité et la qualité de service. Donc, effectivement, c'est une partie, un outil parmi d'autres, mais on est très contents. Merci. Avez-vous une deuxième question? Oui, j'aimerais poser une deuxième question complémentaire.
Merci d'avoir mentionné le 10 minutes de sauver pour qui traverse l'île au complet entre Henri Bourassa et Pierre de Coubertin. Vous avez dit c'est l'argument de vente du SRB P9, sauver 10 minutes, mais c'est quelque chose que le trajet express actuel permet déjà de faire par rapport au trajet régulier. Donc le SRB P9 n'apporte pas un gain de temps par rapport à ce que la Ville offre déjà comme service sur P9. Donc l'économie de temps, ce n'est pas l'objectif du projet. Voici donc ma question. Quel est l'objectif du projet SRB P9? Et si je peux guider votre réponse, lorsqu'on fait un projet en capital, l'objectif du projet, ça doit être un objectif qui est mesurable et quantifié. Merci pour votre question. Monsieur Sauvé. Donc, je ne suis pas d'accord tout à fait avec votre analyse. Ce n'est pas juste une voie réservée. C'est aussi des feux intelligents. L'autobus qui va passer va pouvoir appeler au feu et avoir une garantie d'avoir une verre. C'est une voie complètement réservée à l'autobus. C'est un autre niveau de service d'autobus qu'on n'a pas encore à Montréal. Donc, on s'est inspiré à Montréal des meilleures pratiques à travers du monde, Curitaba et autres. Mais il y a beaucoup d'informations qu'on veut rendre publiques. On va parler avec les gens. Il y a des soirées de bon voisinage, des rencontres publiques. Le prochain aurait lieu le 27 février à Montréal-Nord, à l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord à 19h. Donc, il y a 139, 140, 439, 440 qui se rendent. Donc, je vous encourage peut-être d'y assister. Parlez avec les fonctionnaires, les gens qui sont attitrés au projet là-bas. Ils vont pouvoir peut-être vous donner plus de précision aussi. Puis vous allez prendre plus de long temps à discuter avec vos citoyens et d'autres gens autour sur le projet. Mais en effet, nous sommes très contents de cette capacité qu'avoir livré un Montréalais. C'est quelque chose que ce serait magnifique de répliquer ailleurs. On travaille sur une meilleure qualité d'autobus pour tous les Montréalais. Mobilité, pour nous, c'est le clé. Merci. Merci, M. Sauvé. Merci beaucoup pour vos questions. Merci. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Jean Duval à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Duval. Bonsoir. Bonsoir. Contrairement à d'autres, moi j'insiste pour que les caméras soient ouvertes. J'aime pas ça être censuré. Voyez-vous, je fais pas de vélo, moi, à Montréal. Puis j'ai été surpris de voir que les pistes pour les vélos étaient déblayés avant ceux des trottoirs. Il y a, comme société, là, normalement, il faut s'occuper des jeunes, des enfants, puis des personnes, nos aînés, et les autres après. Mais ceux qui sont jeunes, puis ceux qui sont aînés, se cassent la gueule. Moi, j'ai tombé, je me suis fait mal. Puis je suis habitué à faire le même chemin, la même marche. Mais je trouve ça écœurant, quelque part, que les pistes pour les vélos, qui est un véhicule, c'est pas nécessairement un moteur, vous pouvez demander ça à SAC, là. Un véhicule, ça peut être une remorque, ça n'a pas de moteur. Le véhicule, pour nous, les Montréalais, sont nos deux jambes, pour un grand groupe de Montréalais. Alors, j'aimerais ça qu'on prenne plus d'attention, qu'on passe en premier le nettoyage de nos trottoirs, les personnes avant, les véhicules après. Merci, M. Duval. Puis, je pose cette question-là à Mme la mairesse. Parfait. À quand, la question, c'est à quand il va y avoir un projet pour les piétons, 4 saisons, à Projet Montréal? Merci beaucoup, M. Duval. M. Parenteau. Bonsoir, M. Duval. Alors, la politique de déneigement, les règles, en fait, sont claires là-dessus. À partir du moment d'une précipitation de neige à 2,5 cm, les chenillettes passent passent pour déblayer le trottoir et étendre l'abrasif. Nonobstant les vélos ou l'automobile, on ne met pas en confrontation, c'est des modes de déplacement différents, mais chacun des arrondissements passe et nettoie les trottoirs et met de l'abrasif. Alors, je vous inviterais, par exemple, à souligner l'endroit où vous avez chuté. Peut-être je pourrais vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans votre secteur, s'il y avait de la glace, dans quel arrondissement, tout ça.
Je longeais Merci, de Monsieur Duval. revoir le parc en Rosemont, là, proche de la piste cyclable. Mais si vous vous mettez de l'abrasif, c'est vrai, vous en mettez, j'admets, mais quand on a 61 ans, moi je suis natif d'ici, là, je suis un Montréalais, je suis né à Montréal, et puis le cœur là, commence à me lever quand je vois, quand je vis, puis quand je vois dans les journaux que les pistes pour les vélos, c'est la priorité. Puis ça me semble être un genre de privilège ou de... Il y a beaucoup d'élus ici là, qui se promènent à vélo pour se rendre à leur fonction. Là. On en a fait un point d'honneur que de déblayer ça en premier. C'est bien malheureux. Vous négligez un grand nombre de vos citoyens. J'aimerais que la chose se corrige. Merci, M. En Duval. passant, je vous remercie. Je pense qu'on a fait un petit effort. Le Père Noël vous avait demandé de nettoyer, d'arranger la porte, c'est bien. Merci, M. Duval. Je vais laisser l'administration répondre. M. Parenteau? Faites-moi un cadeau. Pour vous dire que les pistes ne sont pas déblayées en priorité des trottoirs ou de la rue. C'est fait de façon simultanée selon les priorités 1, 2 et 3 telles qu'indiquées dans l'ensemble de la politique de déneigement. Et les pistes qui sont, par exemple, sur une rue artérielle vont être dégagées en même temps que la rue parce que c'est adjacent, c'est au même endroit. C'est simplement ça. Merci, M. Parenteau. Merci, M. Duval, pour vos questions. Merci. Bonne soirée. J'inviterai maintenant M. Ghislain Gagnon à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir, Madame la Présidente, Madame la mairesse et les élus. Madame la mairesse, vous dites que peu importe, concernant le prolongement de la ligne bleue, c'est de ça que je viens vous entretenir ce soir, vous dites que peu importe ce qu'on ajoute comme transport collectif, il ne faut pas atteindre le cœur, et le cœur, c'est Berry-UQAM. On a des problèmes de congestion à Berry-UQAM, vous savez. M. Schnopp dit que le métro arrive à un point de saturation, reconnaît la STM. La congestion est intense à Berry-UQAM. Il faut composer avec de nombreuses personnes qui y font de la correspondance. Le responsable du transport à Montréal, M. Caldwell, ajoute qu'il n'y a rien de plus performant dans une ville qu'un système de métro. J'ai une proposition qui pourrait vous aider à améliorer le transport par métro, et la voici. Prolonger la ligne bleue de 2 km seulement, afin qu'elle puisse rejoindre la ligne verte à la station Honoré-Beaugrand. Il y a un achalandage de 5,5 millions de passagers année à cette station, dont beaucoup ne veulent pas aller vers le centre-ville, mais plutôt vers l'axe nord de la ville. Les avantages, donner du souffle à la ligne verte de passagers qui n'ont pas à s'y retrouver sur la ligne verte, désengorger ensuite Berry-UQAM avec des passagers qui n'ont pas à s'y retrouver, puisqu'ils n'auront pas à utiliser la ligne verte, alimenter les passagers de la ligne bleue, qui est la moins utilisée du métro. Donc, on alimente la ligne bleue qui en a besoin finalement. Et M. Gagnon, on va passer, en fait, votre question à l'administration. La question, c'est que, étant donné que tout ça, finalement, j'aide à désengorger la ligne verte, à désengorger Berry-UQAM, et puis à alimenter une ligne, finalement, qui est la moins utilisée, bien alors, la question, c'est, allez-vous poser la question aux instances décisionnelles? On m'a déjà répondu que il serait peut-être trop tard, il n'est jamais trop tard. Je vais laisser l'administration vous répondre. C'est la question. Est-ce que vous allez poser la question aux personnes et aux instances? M. Caldwell. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, M. Caldwell. On a eu la chance d'échanger là-dessus vendredi. Je dois dire que c'était une très belle rencontre. Puis comme je vous l'ai dit vendredi, on est toujours content de voir des citoyens qui réclament plus de métro à Montréal. C'est ce que vous faites avec une vigueur et une persévérance qui vous honore. Le prolongement de la ligne bleue est passé du dossier d'opportunité au dossier d'affaires. C'est un projet qui est mûr, le financement y était, on va de l'avant. On réalise ce prolongement de la ligne bleue de 5 stations jusqu'à Anjou. Quant à nos priorités pour le développement du métro, elles sont claires. La ligne rose et le prolongement de la ligne orange dans sa portion ouest.
c'est 2 éléments qui se sont retrouvés au PIDTC de la RTM sur les projets d'initiative à court terme. Donc, est-ce qu'il faudra qu'il y ait des connexions entre la ligne bleue et la ligne verte? Bien évidemment. Est-ce qu'un jour on peut concevoir de relier les deux? Absolument. Est-ce que c'est une intervention qui fait du sens? Complètement. Mais je vous le redis, nos priorités sont claires. On est ambitieux pour le métro. Ce que vous proposez fait partie de cette ambition à moyen et long terme et on sera content toujours de l'envisager. Merci beaucoup. Monsieur Gagnon, avez-vous une deuxième question? Oui, j'en aurais une. La plus grande crainte que j'ai, c'est que lorsqu'on aura terminé le prolongement de la ligne bleue jusqu'à boulevard des Galeries d'Anjou, à ce moment-là, d'autres vont réclamer, par exemple, comme le prolongement de la ligne orange, comme M. Caldwell vient de le dire, Longueuil qui n'a pas eu de prolongement depuis 40 ans, l'ouest aussi de l'île réclame son bout, et puis finalement, le métro qui est à 2 km, finalement, quand il sera terminé, là, jusqu'à boulevard des Galeries d'Anjou, ben, il n'y en aura pas. Donc, moi, je réitère la question de poser cette question-là aux instances, c'est-à-dire à l'ARTM et au ministère du Transport, à tout le moins. Merci beaucoup. Monsieur Caldwell. Tout à fait, c'est un sujet qui sera abordé. Je vais vous en dire plus. Se met en place à la Ville de Montréal une expertise métro, le bureau de projet de la ligne rose. Ce bureau de projet-là nous aidera à trouver nos repères sur ce qui est le plus performant et le plus optimal pour le développement du métro. Et bien entendu, l'ensemble de l'interconnectivité de la ligne verte et de la ligne bleue fera partie de nos réflexions comme ville. On n'exclut rien. Merci. Merci, M. Gagnon, pour vos questions. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Hommel à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Hommel. Bonsoir, Madame la Présidente. Je suis David Hommel et je vais parler brièvement au nom des joueurs de baseball du terrain nord, Parc Jeanne-Mance. C'est une communauté informelle, mais vibrante, vous l'avez deviné. Et je pose la question à M. Alex Norris du plateau Montréal. La Ville a demandé à l'organisme réalisant Montréal de faire des consultations avec les riverains du Parc Jeanne-Mance le 5 décembre, juste avant les fêtes. Quelques 40 personnes se sont pointées au Montréal Art Interculturel, sur la rue Jeanne-Mance, justement. Tous et toutes ont exprimé leur appui à la pratique informelle du baseball au terrain nord, parce qu'il y a 2 terrains, nord et sud. Nord, c'est plus proche de l'avenue Montréal. Ce terrain nord, démoli par la Ville en mai 2018, surprise pour nous. Mais ce n'était pas un comité des joueurs qui a parlé à cette consultation. Par exemple, le cinéaste Martin Duckworth, qui a plus de 90 ans, a demandé le retour de ce sport sur le terrain nord. Et d'autres individus ont exprimé des opinions semblables. On ne joue pas nous, mais on apprécie l'ambiance. Voilà ma question pour M. Norris. On comprend que les joueurs qui ont perdu leur terrain de choix sont déçus. Mais les riverains, les gens les plus impliqués, physiquement, qui vivent avec les activités au Parc Jeanne-Mance, sur une base quotidienne, eux aussi demandent le rétablissement du terrain nord. Et votre question, M. Hommel? Est-ce que la Ville va les écouter? Et je me demande, quelle est la valeur réelle des processus de consultation de la Ville quand ils sont faits après coup, une fois les dommages faits, comme dans le cas du Parc Jeanne-Mance? Merci. Merci pour vos questions. Monsieur Norris? Merci de votre question, M. Hommel. J'étais présent lors de cette consultation le 5 décembre. Je ne vous ai pas vu là. Et ce que j'ai retenu de cette consultation, c'est qu'il y avait une variété d'opinions qui ont été exprimées par rapport aux différents enjeux concernant le parc Jeanne-Mance et son avenir, y compris la question du terrain nord. Alors, on n'a pas du tout la même interprétation de ce qui s'est passé lors de cette consultation publique. Cela étant dit, oui, nous allons écouter les riverains qui ont participé à cette consultation publique, tout comme nous allons écouter les différents acteurs qui ont participé à des consultations précédentes et qui vont participer ce printemps à une consultation visant le public en général. Alors, nous sommes en pleine réflexion.
le parc Jeanne-Mance est fort probablement le parc urbain montréalais le plus achalandé par mètre carré que nous avons. Il y a une grande diversité d'usages et ça représente un défi considérable de réconcilier les diverses demandes visant le parc Jeanne-Mance, qui fait partie d'un site patrimonial aussi, le site patrimonial du Mont-Royal. Alors, ce n'est pas une mince affaire de réconcilier toutes ces diverses demandes visant ce parc-là, mais nous allons faire notre possible pour réconcilier les diverses demandes de la meilleure façon possible. Merci beaucoup, M. Norris. M. Hamel? Oui, très rapidement, c'est vrai que le 5 décembre, j'étais obligé de travailler et je regrette de ne pas avoir été là. Je me base sur les opinions de ceux et celles qui ont été là. Mais, enfin, notre inquiétude, c'est que les consultations sont faites après coup. Enfin, je me répète un peu. Et j'espère qu'à l'avenir, on va consulter et ensuite agir au lieu de vice-versa. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, M. Bonne Hamel. soirée et merci. Merci, M. Hamel. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Robert Lontin à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Lontin. Je comprends que vous êtes accompagné de Mme Lefrançois. Le manque de déneigement des débarcadères pour personnes handicapées et des trottoirs. Donc, le manque de trottoirs, de débarcadères pour personnes handicapées et des trottoirs rend les déplacements difficiles et peut nous obliger à rester chez nous. Êtes-vous conscient de cela, M. Parenteau? Merci beaucoup pour votre question. M. Parenteau. Bonsoir et merci, Mme la Présidente. Merci, M. Lontin, pour votre question. Effectivement, puis quand j'ai parlé précédemment avec M. Desbioles, cette réalité-là, je la connais, j'en suis très conscient, j'en suis très sensible surtout. Et la réalité, présentement, le déneigement, il est fait. Le problème est dans la rapidité d'exécution, ce qui fait en sorte qu'au niveau de la réponse, le temps que vous perdez, en fait, à attendre des fois, ou attendre inutilement parce que l'autobus ne peut pas déployer sa rampe. Et on va s'assurer, présentement, on travaille sur un projet que je pourrais annoncer éventuellement pour justement pallier à ce temps d'exécution car les gens ne restent pas nécessairement sur une artère principale qu'on dégage, mais à divers endroits dans les arrondissements, et ce qui demande une coordination et un travail d'exécution un peu plus ardu. Mais soyez assurés que pour nous, c'est une priorité au niveau de l'accessibilité universelle, afin de s'assurer que vous ayez la place, comme tout le monde, avec vos occupations, sans attendre après quelqu'un. Merci, M. Parenteau. M. Lontin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, Mme Lefrançois, vous souhaitiez poser une question également? Donc, la question s'adresse une fois de plus à M. Parenteau. Le projet de plan d'action en accessibilité universelle qui a été récemment soumis aux consultations publiques nous apprenait que vous travaillez sur une nouvelle politique du déneigement qui devrait être lancée ou annoncée en 2019. Or, la dernière politique, celle adoptée en 2015, fait bien peu pour garantir les déplacements aisés et sécuritaires des citoyens qui ont des limitations fonctionnelles, puisque les dispositions sur l'accessibilité universelle sont floues et non contraignantes.
Ma question, êtes-vous en mesure de nous garantir que la nouvelle politique va établir des standards plus élevés et précis de déneigement des débarcadères et des intersections stratégiques, de même que des mécanismes qui vont s'assurer de la qualité du travail sur le terrain? Merci pour votre question. Monsieur Parenteau. Absolument. Merci pour votre question. Absolument, parce qu'il est important de le mettre, dans le fond, passer au-delà des vœux pieux, des intentions, parce que je pense que tout le monde avait des intentions. Maintenant, c'est la mécanique qu'il fallait mettre en place. Puis ça, présentement, on travaille dessus. Et je pense que vous allez être très satisfaits, parce que je le souhaite, des propositions qui vont être faites et la collaboration qu'on a déjà avec vous quand même, puis de collaboration afin d'établir les meilleures pratiques. Et si Montréal peut innover dans ce sens-là, mais je pense qu'on est au rendez-vous cette année. Merci. Madame Lefrançois, avez-vous une deuxième question? Oui, donc vous ouvrez un peu la porte à ma deuxième question, qui est la suivante. Est-ce que les groupes montréalais qui représentent des personnes en situation de handicap vont être consultés lors de l'élaboration de la politique, puis, pour s'assurer justement que la politique que vous allez annoncer va répondre là, aux demandes du milieu associatif? Monsieur Parenteau. C'est certain que vous allez être, comme on a travaillé sur un plan d'accessibilité universelle qu'on a fait à l'arrondissement Verdun, tantôt M. Desbiol y en a parlé, où qu'on a travaillé sur un plan pendant plusieurs mois, mais par la suite, on a demandé une validation. Dans le fond, on avait comme un comité ad hoc qu'on allait consulter pour s'assurer que ça répondait aux exigences d'un point de vue terrain aussi des gens. Alors, on a beau avoir une certaine expérience, les meilleurs, c'est ceux qui le vivent. Alors, effectivement, vous allez être consulté pour s'assurer que les pratiques qu'on veut mettre en place répondent exactement aux besoins. Merci. Merci à vous. Madame Lefrançois. J'invite maintenant Madame Michèle Aymon à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Madame Aymon. Bonsoir. On vous écoute. Je fais partie, moi aussi, du regroupement des heureux et heureuses propriétaires de Shoebox de Rosemont-Petite-Patrie. Voici ma question. Je pourrais peut-être faire deux petits apartés après. Dans tout le processus de consultation et de discussion qu'on a eu avec les gens de Rosemont-Petite-Patrie, on a souvent demandé, étant donné qu'il y a des nouvelles réglementations au niveau du patrimoine dit modeste qui s'appliqueraient éventuellement à nos maisons, s'il y aurait des sommes ou des programmes d'aide pour soutenir les propriétaires dans la valorisation et la préservation de leurs maisons pour répondre aux exigences de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Madame Gosselin, Monsieur Croteau ont pour la plupart du temps répondu que s'il y avait de telles choses, ce ne pouvait être que de la part de la Ville-Centre. Donc, Madame la mairesse, que compte faire la Ville-Centre pour soutenir les propriétaires de Shoebox dans la valorisation et la préservation de leur patrimoine modeste et répondre aux objectifs du règlement tant pour Rosemont, Petite-Patrie que pour d'autres arrondissements qui pourraient faire l'objet d'une telle réglementation dans l'avenir? Merci, Mme Aymon. Monsieur Croteau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Mme Aymon, pour votre question. J'aimerais préciser quelques éléments qui sont quand même fondamentaux. Actuellement, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, il y a un règlement depuis 2013 qui oblige 100% des propriétaires de maisons Shoebox qui veulent faire une transformation, agrandissement ou tout autre projet, de passer au comité de démolition. Et 100% donc des propriétaires, peu importe la qualité architecturale ou la valeur du bâtiment, doit passer dans ce processus et se conformer à une réglementation qui, par exemple, leur oblige, s'il y a agrandissement, d'agrandir sur 2 étages avec un retrait obligatoire. Actuellement, cette réglementation est active depuis 2013. Donc, si vous êtes propriétaire de Shoebox, vous avez actuellement une réglementation qui vous force comme propriétaire, si vous voulez agrandir, d'avoir des contraintes et de respecter, s'il y a lieu, la façade architecturale ou du patrimonial de votre maison. Le projet de règlement que nous avons déposé a fait une classification de l'ensemble des maisons, les catégorisant selon l'intérêt architectural. Donc, on est passé de 100% des maisons où il y a des contraintes complètes à 28% de maisons qui sont vraiment exceptionnelles. Et il y a plus de 50% des maisons qui sont considérées comme n'ayant pas de caractère particulier, qui sont donc, d'une certaine manière, exclues de ces contraintes parce qu'il n'y a pas de valeur. Mais en plus, le nouveau règlement vous permet d'agrandir sur l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de faire de 2e étage. C'est-à-dire que notre nouvelle réglementation
impose moins de contraintes pour vos travaux de rénovation tout en préservant la valeur patrimoniale de ces maisons, ce qui veut dire que le nouveau règlement voté est beaucoup mieux pour les propriétaires que le statu quo actuel qui est une catastrophe pour les propriétaires. Merci, Mme Croteau. Monsieur Croteau, pardon. Madame Aymon. Donc, je voulais juste dire que c'est pas tout à fait la réponse que je trouve pas qu'on a répondu à ma question, mais bon. Moi, j'ai fait des changements dans ma maison, j'ai soumis mon projet, puis il a passé à l'époque, puis aujourd'hui, je le proposerai, puis on m'a dit la dernière fois qu'il passerait pas. Alors, je pense pas qu'on s'en va vers l'ouverture, d'autant plus que dans mon cas et dans le cas de 158 autres propriétaires, nous serons dorénavant tenus à n'être que des maisons unifamiliales. Donc, moi ou la personne à qui je vais vendre ma maison ne pourra pas construire de logement au-dessus de sa maison. Donc, c'est pas tout à fait une ouverture. Je voulais juste conclure avec deux petits points. Ce point-là, entre autres, et le fait aussi que s'il y a eu beaucoup de réunions et beaucoup de rencontres avec la Ville, c'est beaucoup parce que les gens se sont mobilisés, les propriétaires se sont mobilisés et ont interpellé l'arrondissement de Rosemont. Ça vient beaucoup des gens du quartier. Merci. Merci beaucoup, Mme Aymon. Bonne soirée. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Laurent Gagné à rentrer dans la salle du Conseil. Bonjour Madame la Présidente. Bonsoir, on vous écoute. Alors je voudrais d'abord répondre rapidement à Madame la conseillère Gosselin et à Monsieur le maire Croteau. Ce que vous évoquez en termes de règlement, Monsieur Croteau, c'est des articles qui font partie du PIA et qui sont des objectifs. Des objectifs, ce n'est pas des contraintes physiques comme celles que vous avez imposées dans le nouveau règlement. Donc il y a une distinction à faire à ce niveau-là. Et concernant le fait que les shoebox échappaient à la réglementation avant, ce n'était pas le cas. Elles étaient soumises, si elles se transformaient à des articles du PIA concernant des projets de transformation majeure. Donc ils devaient répondre à un certain nombre de contraintes qui existaient effectivement déjà et on ne faisait pas du tout ce qu'on voulait. Mais la question principale que je voudrais poser, c'est par rapport au programme de Projet Montréal, qui, sur la plateforme électorale de Projet Montréal, on s'engageait à bonifier les programmes destinés aux propriétaires d'édifices relevant de patrimoine modeste pour les aider à les préserver et à les entretenir. Donc il y avait quelque chose qui était en lien avec des programmes provinciaux. Et donc ma première question, c'est de savoir quelles sont les démarches de la ville, centre, quelles sont les démarches que va mener la ville-centre, j'enlève les lunettes là, auprès du gouvernement du Québec, comme entendu dans son programme, pour bonifier ces programmes en faveur des propriétaires de shoebox ou de maisons modestes. Merci pour votre question. Oui, Madame Gosselin. Merci, Madame. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur Gagné. Donc, à Montréal, en ce moment, la situation est que, à moins qu'on habite dans un site déclaré, on n'est pas éligible à des remboursements pour la restauration des éléments patrimoniaux de sa maison. Ça, c'est pour tout le monde en ce moment à Montréal. Puis, il y a énormément, bien sûr, de propriétaires qui subissent déjà des contraintes. Si on est dans un PIA, si on est dans une aire de protection, bref, c'est plutôt, dans les quartiers centraux, on est plutôt dans un PIA qu'on ne l'est pas. Alors, quant à votre question sur des incitatifs à la restauration patrimoniale, c'est en effet une grande question. Et puis, cette question, elle est prise en charge par un comité de réflexion à la division du patrimoine pour étudier des incitatifs fiscaux ou des allègements. Ça s'appliquerait, une fois qu'on aura statué sur des recommandations, ce seraient des recommandations qui s'appliqueraient à l'ensemble des propriétaires. C'est ça qui est dans le programme de Projet Montréal. Puis, c'est ça aussi qui est au calendrier de choses à faire
à la division du patrimoine. Mais ça va nous prendre un certain temps parce qu'il y a énormément de cas de figure. Il faut aller étudier aussi ce qui s'est fait dans les autres villes parce qu'on parle quand même, comme ça concerne beaucoup de personnes, ce serait un programme coûteux. Alors, en conclusion, en ce moment-ci, je le répète, les contraintes imposées sur les maisons shoebox sont comme les contraintes qui sévissent pour de nombreux propriétaires. Et s'il y a des allégements fiscaux, des incitatifs sont mis en place, ça sera pour tout le monde. Merci beaucoup, Mme Gosselin. Monsieur Gagné, avez-vous une deuxième question? Alors, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris, mais sauf erreur, le patrimoine modeste, les classements au patrimoine modeste, c'est des classements au bâtiment. C'est-à-dire que Monsieur Machin, qui a une maison dont il pense qu'elle a un intérêt patrimonial, il peut essayer de faire un classement de cette maison-là et avoir des aides si la maison est effectivement de qualité. Mais il me semble que c'est par bâtiment, c'est une demande qui est faite pour un bâtiment. Oui, mais en ce moment, parce que les maisons ont augmenté en valeur, ils ne se qualifient plus pour les anciens programmes. Donc, c'est caduc, ça donne rien. Patrimoine modeste, c'est un terme descriptif qui touche au patrimoine résidentiel. Des fois, on dit patrimoine de proximité ou autre chose. Alors, c'est pas une catégorie scientifique, c'est juste une façon de dire que le patrimoine résidentiel de nos maisons de tous les jours dans lesquelles on habite, il y a aussi une valeur patrimoniale et on doit tous faire des efforts pour le conserver parce que c'est vraiment ce qu'on a de précieux à Montréal. C'est ce qui nous distingue des autres villes. Merci, Mme Gosselin. Merci, M. Gagné, pour vos questions. Merci. Bonne soirée. Alors, la période de questions est terminée. Monsieur le leader. Le micro de Monsieur le leader, oui. Oui, 30 minutes, comme toujours. Il reste 2 citoyens. Bien, on va prolonger pour les 2 citoyens. On va finir la liste à ce moment-là. On va finir la liste. Parfait. Alors, j'invite M. Francis Lapierre à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Lapierre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame la Présidente. Donc, ma question à M. Caldwell. Gouverner, c'est choisir. Et j'ai été étonné de constater qu'à une question qu'on lui posait en décembre, M. Caldwell semblait penser que l'argent poussait dans les arbres. Il semble penser qu'on peut tout faire. Le REM au coût de 10 à 12 milliards de dollars, le prolongement de la ligne bleue du métro, construire la ligne rose du métro, faire le tramway dans l'Est et surtout respecter la promesse de la mairesse d'établir un tarif social. Or, tout cet argent vient tout de la même poche, soit celle du contribuable. Il y a une limite à pouvoir siphonner l'argent des gens. Le transport dans la grande région de Montréal est une équation complexe à plusieurs variables qui ne peut se résoudre qu'en faisant des choix difficiles. Alors, ma question, Madame la Présidente, entre les différentes options de laisser exploser les tarifs de 20% au-dessus de l'inflation à cause des coûts prohibitifs du REM et de laisser tomber la promesse de tarif social de la mairesse, ou encore de laisser tomber le projet de la ligne rose du métro, mais de conserver des tarifs acceptables ou même d'établir un tarif social, lequel de ces choix l'administration municipale est-elle prête à faire? Merci pour votre question. M. Caldwell. Abandonner le tarif social, non. Laisser les tarifs augmenter de 20 %, abandonner d'autres projets de transport collectif. À toutes vos questions, non, 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 non. On sait que, comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, là où il faut investir en mobilité, c'est dans le transport collectif. C'est l'investissement collectif le plus rentable et le plus efficace. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'ambition sur l'ensemble de nos projets de transport collectif, parce qu'on a l'entretien de notre réseau routier qui nous coûte une fortune. On a des routes congestionnées qui nous coûtent une fortune en congestion. Donc, non, on ne réduira pas nos ambitions pour nos projets de transport collectif. C'est la solution, c'est le meilleur investissement parce que, justement, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Merci, M. Caldwell. Je ne suis pas sûr de ça, mais enfin. M. Lapierre, oui. Donc, ma prochaine question va s'adresser à Mme Rohani Filato, qui est responsable du développement social et communautaire et de l'itinérance à la Ville de Montréal. Est-elle là? Elle n'est pas ici présentement, mais vous pouvez poser la question et... Bon.
Étant donné l'explosion des coûts en transport qui vont se répercuter en une grande augmentation des tarifs, la Ville va-t-elle être forcée de laisser tomber la promesse de la mairesse d'un tarif social afin de financer le transport? Merci pour votre question. M. Cadwell. En l'absence de ma collègue Filato, je vais répondre et je vais valider ma réponse auprès d'elle tout de suite après pour être certain qu'on est du même avis. Non. Non, on ne renoncera pas à cette demande sur la tarification sociale. Vous faites une équation, arrivée du REM, hausse des coûts qui nous feront faire des choix de renonciation. Une réalité, c'est que le REM amènera une bonification de l'offre de transport collectif sur la Ville de Montréal. Merci beaucoup. Merci quand même. Merci, M. Lapierre. Bonne soirée. Alors, j'invite maintenant M. Martin Dion à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Dion. Bonsoir, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus. Ma question s'adresse à M. Parenteau. Ma question est concernant le déneigement des concernant le déneigement des bateaux pavés. Dans le fond, ma question, c'est est-ce que vous priorisez de mieux déneiger les bateaux pavés, car ça leur dommage de bateaux pavés et c'est très difficile pour nous de traverser les rues. Ça peut être super dangereux de laisser la neige sur les coins des bateaux pavés, sur le coin des rues. Merci pour votre question. Monsieur Parenteau? Oui, merci pour la question. Effectivement, et c'est aussi dans une priorité de dégager ces espaces-là, surtout les intersections, les coins de rue. Il faut, dans certains cas, tout dépendant, parce que le modèle diffère d'un arrondissement à l'autre, même l'évacuation de l'eau sur les bateaux pavés est parfois difficile, surtout on le voit au printemps. Puis il y a une variation de température là, dans le jour, puis il y a une slush qui se fait le matin. Effectivement, c'est une priorité 1. Et aussi revoir éventuellement au niveau de la conception même pour diminuer l'accumulation d'eau ou de slush là, qui pourrait se faire. Alors, oui, c'est une priorité. Merci. M. Dion. Ma sous-question, vous engagez-vous, est-ce que ce soit fait lors des prochaines bordées à venir? Merci. M. Parenteau. Je vais réitérer à l'ensemble de mes collègues élus, maires d'arrondissement, que c'est une priorité, le dégagement des intersections, des plateaux pavés, entre autres, et tout ce qui est arrêt d'autobus. C'est important que ça soit bien dégagé et c'est dans notre guide de normes là, pour l'exécution. Alors, s'il y avait quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou à signaler au 3-1, mais vous pouvez même m'écrire directement comme on se connaît, de ne pas hésiter à me le faire part, puis je vais m'assurer du suivi. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous tous. Merci à vous aussi, M. Dion. Bonne soirée. Alors, ceci met fin à la période de questions du public. Nous allons reprendre avec l'ordre du jour. Monsieur le leader. Madame la Présidente, tel que convenu en début de séance, nous allons maintenant appeler le thème 709, qui est le dépôt du document intitulé « L'avis sur la mobilité des jeunes montréalaises de 17 à 30 ans et des recommandations émises à ce sujet par le Conseil jeunesse de Montréal ». Merci beaucoup, Monsieur le leader. La parole à Monsieur Langevin. Désolé, on ne sera pas là. Merci. C'est bon? Je suis trop bien installé dans ma chaise. Premièrement, notre formation politique tient à saluer le travail effectué par le Conseil jeunesse pour documenter les besoins et les attentes des 17-30 ans sur le transport à Montréal. L'avis sur la mobilité des jeunes Montréalais déposé aujourd'hui a été produit suite à d'importantes recherches sur les écrits et les sondages d'opinion. En tant qu'élus montréalais, il est de notre devoir d'écouter l'ensemble de la population, notamment les jeunes, sur leurs rêves et leurs aspirations pour leur ville. Votre travail doit être pris en compte
tant par la STM lors de sa consultation sur la refonte du réseau d'autobus que par l'ARTM pour l'élaboration du plan stratégique de développement du transport collectif métropolitain d'ici 2020 et en vue d'instaurer une nouvelle tarification sociale et que la Ville de Montréal pour la refonte de notre plan de transport. Bref, votre document ne pouvait pas mieux tomber en termes de conjoncture. Revenons quelques minutes sur le contenu de l'avis présenté. Sachant que la mobilité est un vecteur de l'émancipation économique et sociale de notre jeunesse, l'accès inégal au transport en commun et à la mobilité active constitue un frein au développement du futur montréalais. Les jeunes rêvent d'un avenir où les alternatives de transport leur permettraient de multiplier leurs opportunités d'études et de travail. 23 % des jeunes de 17 à 30 ans ne possèdent pas de permis de conduire et cette tendance va s'amplifier avec le temps. 20 % des jeunes utilisent une combinaison de plusieurs modes de transport pour se rendre à l'école ou au travail. 90 % des jeunes interrogés lors du sondage possèdent une carte Opus. Par contre, 50 % de ceux considèrent qu'il n'y a pas d'alternative viable offerte pour contrer l'utilisation de l'automobile solo, notamment en raison des coûts élevés, du temps perdu dans les correspondances, de l'accessibilité aux différents modes et leurs préoccupations environnementales. 25 % des jeunes sondés jugent que leur quartier ne favorise pas le déplacement actif. Parmi les recommandations, notons que la Ville de Montréal et les acteurs métropolitains du transport se dotent d'outils de suivi afin de rendre des comptes sur l'évolution des plans de transport, que les arrondissements élaborent ou mettent à jour leur plan local de déplacement, que la STM entende l'ouverture de lignes de métro jusqu'à 1h30, augmente le nombre d'autobus la nuit et conserve les lignes express en dehors des heures de pointe. Que la STM accélère la mise en service de la plateforme numérique Céleste permettant le regroupement des différents modes de transport, que la Ville de Montréal implante davantage de pôles de mobilité. Enfin, que la Ville de Montréal collabore avec les arrondissements pour mettre en place des politiques de transport durable reflétant leur réalité et leurs besoins afin de réduire les inégalités d'accès au transport sur l'ensemble du territoire montréalais. Cette recommandation rappelle que l'administration ne doit pas oublier qu'il y a des réalités différentes entre les arrondissements centraux versus les arrondissements périphériques. Et je peux en témoigner. Une vision durable doit être adoptée, mais nous devons d'être réalistes et à l'écoute de tous. Et cela ne signifie pas une vision anti-voiture. Je répète, et cela ne signifie pas une vision anti-voiture, mais d'intégrer des mesures alternatives telles que le covoiturage, l'autopartage, en plus de tous les projets pour améliorer l'offre et la qualité des services du transport en commun à travers tout le territoire montréalais. Nous avons bien entendu vos besoins et vos attentes. Ceux-ci doivent être pris en compte lors de l'élaboration des plans de mobilité. En terminant, nous vous remercions énormément de votre travail effectué. Merci. Merci beaucoup, M. Langevin. La parole à Mme Lavigne-Lalonde. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais saluer Rami et je m'étais dit que j'allais l'avoir d'un coup, tu sais, puis finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Rami et Yazid, je suis désolée. Je sais que Alice devait peut-être être avec vous. Mais en tout cas, je voulais simplement vous saluer, vous dire merci à vous, mais merci vraiment à l'ensemble des membres du Conseil jeunesse pour cet avis qui, encore une fois, est extrêmement rigoureux, extrêmement d'actualité. Vous avez vraiment fait un super travail. Je ne répéterai pas l'ensemble des recommandations qu'on a lues et qui ont été nommées par mon collègue, mais il y a vraiment une situation intéressante au Québec, pas juste à Montréal, mais au Québec actuellement, où on voit vraiment que les jeunes se déplacent vraiment plus en transport actif, transport collectif, obtiennent leur permis de conduire plus tard. Donc, il y a vraiment quelque chose de super intéressant à prendre en compte dans nos réflexions. Donc, je vous remercie vraiment, ça tombe à point. J'ai mon collègue, Éric Alan Caldwell, juste à côté de moi, qui est responsable du transport. Donc, je vais le laisser vous donner un peu plus de réponses là, par rapport vraiment aux recommandations. Puis, comme vous le savez, on va évidemment répondre à vos recommandations. Mais je voulais juste... Bonsoir, Alice.
arrive juste à temps, la présidente. Mais je voulais donc simplement vous remercier encore une fois pour tout le travail que vous faites, puis la rigueur et la méthodologie vraiment sans faille que vous utilisez, qui donne vraiment beaucoup de crédit à ce que vous faites et qui nous aide au quotidien à faire un travail qui représente vraiment les intérêts de tous les Montréalaises et dans ce cas-ci des jeunes. Donc, merci énormément. Et mon collègue Éric prendra la parole tout à l'heure pour répondre plus en détail à vos recommandations. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Rotran. Merci, Madame la Présidente. J'accueille le rapport de la Conseil de jeunesse avec un certain intérêt et je pense que c'est vraiment louable que les jeunes pensent de façon de faire inciter, encourager un changement d'habitude vers les modes de transport plus durables, vertes et collectifs. Mais je pense que ça va ajouter beaucoup de pression sur les demandes de l'administration Plante vers le gouvernement du Québec. Monsieur Lapierre, dans la période de questions des citoyennes, a posé quelques des mêmes questions que j'ai soulevées aujourd'hui dans la période de questions des élus, où j'ai suggéré qu'il n'y a pas un sens de priorisation des projets par l'administration Plante, qu'effectivement, il veut, mais effectivement, il ne sait pas d'où chercher l'argent pour faire au moins une, deux ou trois de ces priorités et pas l'ensemble des priorités. Dans notre cadre gouvernemental, c'est Québec et Ottawa qui financent largement le transport en commun. On est petit joueur au niveau municipal. Et effectivement, ça n'ajoute pas à notre crédibilité de dire qu'on veut faire tout dans une très, très courte période de temps, sans nécessairement d'avoir une idée de les impacts. Madame la Présidente, quand je vois qu'il y a une demande ajoutée au service de soir, je comprends pourquoi il veut ça, mais c'est très cher. Un autobus le soir, le coût opérationnel n'est pas moins que pendant la journée. Mais effectivement, il n'y a pas le même type d'achalandage pour ces sortes de services. Donc, de le faire va ajouter des coûts. Je ne dis pas non de le faire, mais actuellement, dans les dernières quelques journées, on a entendu que la Ville veut 300 nouveaux autobus. La Ville veut de l'argent pour faire rouler les 300 autobus. La Ville veut créer une ligne rose. La Ville veut faire un tarif social. La Ville veut ajouter des autres services. Tout ça prend de l'argent, et pas un petit montant de l'argent, beaucoup de l'argent. Donc, ici, nous avons des demandes pour plus de services de nuit. Le métro doit rouler chaque jour jusqu'à 13h30. Effectivement, on veut des autobus express les soirs, jusqu'à, je pense, dans le document, c'est 10h ou 10h30. Sans que le fait qu'il y ait nécessairement un achalandage pour ça. Et je pose une question à M. Caldwell. Les jeunes veulent un tarif social. J'ai lu votre document, mais je n'ai pas compris que le tarif social va toucher les jeunes de 17 à 30 ans. La gratuité que vous voulez voir est pour celles qui sont moins jeunes que 17. Est-ce que vous pouvez confirmer dans votre réponse qu'effectivement, même que le Conseil des jeunes veut un tarif social, ça ne va pas affecter les jeunes de 17 ou 30, ou peut-être l'administration a changé d'avis et malgré le mémoire que vous avez déposé au CMM, qu'effectivement vous répondez ça. Si ça c'est le cas, j'aimerais savoir comment vous allez financer ces coûts additionnels. Et M. Langevin, j'entends que les jeunes veulent plus de services sur les périphéries. Oui, je comprends, mais quelqu'un doit me dire comment on va donner tout ça. You know, there's only so much virtue that you can finance. I'm not opposed to public transit. I support transit. But however, you don't accomplish anything if you demand everything. Donc, ça, c'est mon point de vue. Donc, merci au Conseil des jeunes pour un travail bien fait. J'ai regardé les nombres de gens qui ont aidé dans la confection de ce dossier. C'est impressionnant, les professionnels qui ont travaillé pour aider le Conseil des jeunes. Mais j'aimerais suggérer qu'effectivement, peut-être, on doit être plus réaliste et pragmatique dans nos demandes. Dernière chose, nouveau gouvernement du Québec. J'ai lu leur programme sur le transport en commun. C'est beaucoup plus mince que le gouvernement qu'ils ont remplacé. Et j'ai des forts doutes
qu'il va financer un tarif social, 300 autobus, plus de l'argent pour faire rouler les 300 autobus et des services additionnels, qui m'amène à une suggestion à l'administration, prioriser, aller chercher ce qu'on peut faire pour avoir au moins quelques gains concrets de ce mandat. Merci beaucoup. Merci, M. Rotran. La parole à M. Cadwell. Messieurs, dames, merci pour ce rapport. Juste en passant, vous avez réalisé qu'on a l'habitude de débattre entre nous, donc si vous avez vu dans les interventions certaines questions qui m'étaient adressées, parlons de déformation professionnelle. Mais si vous permettez, je vais vous répondre à vous. Point 2, recommandation 2. Je me permets de la lire. Elle est, je crois, cardinale et elle oriente le reste de votre rapport. Que la Ville de Montréal et les acteurs métropolitains du transport tels que l'ARTM et la STM s'assurent de la cohérence entre les incitatifs à la mobilité durable et les mesures coercitives pour réduire la part de l'auto-solo. De fait, nos investissements, nos interventions, nos incitations doivent être articulées pour développer, en ce qui concerne la mobilité des personnes, développer la mobilité durable sous l'axe du transport collectif, sous l'axe du transport actif. Trop longtemps, on a planifié l'ensemble de nos réseaux et de la mobilité en disant on met des routes puis on verra ce qui passe dessus par la suite. Là, on configure les infrastructures, on choisit les modes, on investit là où on récoltera de la mobilité durable pour le transport des personnes, ça veut dire transport collectif, transport actif. Il faut savoir garder le cap. C'est ce à quoi vous nous invitez. Et ça a été une lecture si intéressante que ma collègue Lavigne-Lalonde, ici, m'a convaincu, juste là, sur le banc, il y a quelques minutes, qu'on prenne la peine de répondre à chacune de vos recommandations. Et si vous avez la bonté de m'inviter, on organisera une rencontre où on fera le tour de vos recommandations pour y amener des réponses. Certaines demandent considération et certaines appellent à une évaluation des impacts. J'en prends juste une pour la forme, prolonger les heures d'ouverture de métro. Vous savez qu'à Montréal, on a un métro où on ne ferme jamais les lignes de métro. On fait l'entretien pendant ce 4 heures-là, la nuit. Le 4 heures de période d'entretien, on réussit à faire l'entretien pour ne jamais fermer des lignes de métro. Vous ne voyez pas ça à Toronto, vous ne voyez pas ça à New York. Donc, c'est une recommandation, peut-être on va dire, plutôt que fermer des lignes, on aime mieux préserver la période d'entretien. Alors, donc, comment est-ce qu'on fait pour aider à la mobilité durable et le transport collectif des clientèles qui ont besoin de transport à 1h ou 2 du matin? La réponse, les réseaux express d'autobus. Donc, on passera au travers de chacune de vos recommandations ainsi pour qu'on poursuive la discussion. Je reviens quand même, et je vais conclure par ça, sur la recommandation 7. Et je la lis. Que la Ville de Montréal collabore avec les arrondissements pour mettre en place des politiques de transport durables reflétant leurs réalités et leurs besoins afin de réduire les inégalités d'accès au transport sur l'ensemble du territoire montréalais. M. Autren disait gratuité les 17-30 ans, est-ce que c'est un engagement? Il y a dans votre mémoire clairement un appel à ce qu'on adapte la tarification en fonction de la réalité des Montréalais. Et ça, c'est pour ça qu'on garde le cap avec la tarification sociale. On reconnaît que parfois, les clientèles plus jeunes, parce qu'elles sont aux études, parce qu'elles sont en train de structurer leur parcours, ont besoin d'un plus grand soutien et c'est ce à quoi on est sensible. Donc, mais ultimement, il faut concevoir le transport actif et le transport collectif comme la base de l'offre de mobilité dans l'ensemble de nos développements et la base de l'offre de mobilité pour nos jeunes parce qu'elles vont l'utiliser toute leur vie. Merci beaucoup, M. Cadwell. Alors, il n'y a pas d'autre prise de parole. Alors, ce point, il est adopté. Félicitations. Monsieur le leader, on poursuit.
Madame la Présidente, nous arrivons à un chapitre de toponymie, le chapitre 46. J'arrive. Et je vais réunir les systèmes 4601 à 4605. 4601, il s'agit de nommer le parc Lily-Tasso à l'intersection du boulevard Perras et de l'avenue du Fief-Carillon dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. En 4602, on renomme avenue Albert-Louis Vanout la partie de la 19e avenue située au nord de la Jarry, dans Villeray-Saint-Michel, parc extension. En 4603, on nomme le parc Pierre-Dansereau dans l'arrondissement Outremont. En 4604, on nomme l'allée Léo-Bricot dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, parc extension. Et en 4605, on nomme la place des Fleurs de Macadam dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Merci beaucoup. La parole à Mme Descaries. Merci, Madame la Présidente. Donc, le point 4601. Donc, en ces temps de grands débats sur le rôle de la responsabilité des médias, il est rafraîchissant de pouvoir rendre hommage à une femme ayant élevé le métier de journaliste à sa plus noble incarnation, Lily Tasso, à qui nous rendons hommage aujourd'hui en nommant à son nom un parc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, a exercé son rôle de journaliste sous le regard admiratif de ses pairs. Née au Caire en 1922, elle immigre au Québec à l'âge de 31 ans, où elle entame une carrière de journaliste comme pigiste. C'est lors de son embauche à la presse en 1963 qu'elle atteint une renommée qu'elle cultivera 30 années durant. Directrice des pages féminines de la presse, elle a surtout été reconnue pour sa colonne sur les minorités culturelles, une première dans un journal à grand tirage. Elle entretenait d'ailleurs des liens étroits avec les minorités culturelles. En 1974, elle aide à la création du prix Judith Jasmin, qui récompense les meilleurs reportages du Québec. S'intéressant tout au long de sa carrière à ceux qui n'ont pas de voix, elle remporte ce prestigieux prix en 1982 pour une série de reportages sur les personnes vivant avec un handicap. Elle s'était alors immergée dans son sujet en passant 3 jours en chaise roulante. 10 ans plus tard, elle obtient l'Ordre de francophone d'Amérique décerné par le Conseil de la langue française, une institution sur laquelle elle a siégé entre 1985 et 1989. Choisir de discuter de ceux dont on ne parle pas, c'est choisir de sortir de la norme, d'aller à contre-courant, d'informer en dehors des sentiers de la facilité. Lily Tasso a choisi cette voie et c'est tout Montréal qui a grandi de son travail. J'aimerais de plus ajouter que ce choix de nom féminin s'ajoute à la volonté de notre arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles de donner plus de place aux femmes qui ont marqué l'histoire montréalaise avec la démarche de Toponyme L. Merci. Merci, Mme Descaries. Mme Fumagalli, à vous la parole. Alors, 2 rues sont nommées dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension. Donc, la première, l'avenue Albert-Louis Vanout. Donc, à partir de la 19e avenue située entre la rue Jarriès et le boulevard Robert, elle sera rebaptisée avenue Albert-Louis Vanout en l'honneur de cet immigrant français et homme d'affaires installé à Montréal en 1911. Devenue une icône dans le développement de l'industrie du café au Canada. La production manufacturière de Vanout et de Keurig Canada, entreprise affiliée à Vanout, est maintenant située dans le parc industriel du quartier Saint-Michel. Ces 2 entreprises ont contribué à l'essor du quartier et à la notoriété de Montréal dans le monde du café. Le choix de la 19e avenue fut déterminé par sa localisation au cœur du secteur industriel de Saint-Michel, où est implanté le siège social de la compagnie créée par M. Vanout. La deuxième, c'est l'allée Léo-Bricot. Donc, je suis heureuse de voir la mémoire de Léo Bricot, fondateur du journal de Saint-Michel, honoré en nommant la nouvelle rue de l'allée des habitations Saint-Michel-Nord. Cette rue permettra de désenclaver ce secteur et favorisera un milieu ouvert sur la communauté. Rappelons que les habitations Saint-Michel permettront de loger des grandes familles parmi les plus démunis et que nous retrouverons des logements avec plusieurs chambres à coucher. Je suis particulièrement heureuse que nous ayons choisi Léo Bricot, puisque cet homme chérissait un grand rêve que je partage, l'aménagement du site de la carrière Francon. Je souhaiterais, à sa suite et en sa mémoire, faire vivre un projet
de revitalisation urbaine pour améliorer la qualité de vie des gens de Saint-Michel, mon arrondissement. Sachez que le 4 décembre dernier, nous avons adopté au conseil d'arrondissement une motion qui allait dans ce sens. Je suis convaincue que nous allons travailler en concertation avec l'administration et les élus pour développer un projet dans la carrière Francon, tout comme le souhaitait Léo Bricot, qui répond aux besoins des familles et de notre arrondissement, plutôt qu'un centre de tri, un clos de voirie ou tout autre projet de développement industriel. Merci. Merci beaucoup, Mme Fumagalli. Monsieur Corville. Merci, Madame la Présidente. C'est un plaisir de me lever dans cette enceinte pour honorer la mémoire de Léo Bricot en appuyant la proposition de nommer une allée à son nom. On connaît peu de gens aussi attachés et identifiés à leur quartier comme l'était M. Bricot pour Saint-Michel. Le quartier a profité de 50 ans d'implication de cet homme plus que généreux de son temps. Il aura laissé une trace indélébile dans Saint-Michel et restera dans la mémoire des Michelois très longtemps. Il était un fondateur du journal Saint-Michel, fondateur de Paris Saint-Michel, un organisme œuvrant en aménagement urbain et environnement, fondateur de l'Association de défense des droits des Michelois. Il connaissait les besoins de son quartier et n'hésitait jamais à mettre le temps et les efforts qu'il faut. Plusieurs honneurs lui ont été décernés. En 2009, il recevait la médaille de l'Assemblée nationale et en 2013, celle de la Reine. L'arrondissement Villeray-Saint-Michel lui décernait en 2017 le prix Solis. Toutes soulignaient ses implications. Il est maintenant temps aujourd'hui d'inscrire dans les cartes de Saint-Michel une reconnaissance pérenne. À preuve, une pétition demandant une rue Léo Bricot à Saint-Michel a recueilli plus de 850 signatures. Dans sa toponymie, un quartier se définit. Il reflète son histoire, son patrimoine et sa culture. Léo Bricot a aidé à définir le quartier. C'est au tour de Saint-Michel de mettre en lumière la part de Léo Bricot dans son identité. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Corville. La parole à Mme De Ross. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est pour le 4602. Madame la Présidente, trop rarement les entrepreneurs talentueux sont célébrés, et ce même lorsque leur nom fait partie de notre quotidienne, voire de notre routine du matin, comme c'est le cas pour Van Hout. Albert Louis Van Hout a acheté un petit commerce en 1919 et il y fera torréfier du café, tentant d'être le plus près possible de goût qu'il avait connu en France, son pays d'origine. Il connut ainsi le succès et permet l'éclosion de la grande entreprise que nous connaissons. L'entreprise qui invita d'ailleurs le concept de café-bistrot qui fut imité par une pléthore des chaînes de restauration que vous connaissez. Aujourd'hui, nous nommerons la rue arbitrant le siège social de Van Hout du nom de son fondateur, une belle façon de rappeler aux Montréalais leur capacité d'innovation et de leur fibre entrepreneuriale, mais surtout leur rappeler que le nom qu'ils croisent chaque matin est une fierté à embrasser. J'aimerais aussi, sur le point 4604, dire que je suis très fière, après avoir connu Léo Bricot pendant les dernières 20 ans, après avoir travaillé avec lui pour toutes sortes de projets pour les besoins des Michelois. Je suis très fière qu'aujourd'hui, on passe ce dossier. On va nommer en son honneur une rue en sa mémoire. Merci. Merci beaucoup, Mme De Ross. La parole à Mme Giguère. Merci, Madame la Présidente. Alors, au plateau Mont-Royal, suite à la bénédiction de la commission présidée je ne sais pas si elle est présidée par ma collègue, Mme Gosselin, mais en tout cas, dont elle est responsable, on va nommer une toute nouvelle place, la place des Fleurs de Macadam. Il s'agit du titre d'une chanson de Jean-Pierre Ferland.
Donc, on n'honore pas la mémoire de quelqu'un, on honore une œuvre musicale, et c'est un choix qui tombe vraiment sous le sens. On ne pourrait pas trouver mieux, là, on ne pourrait pas trouver plus cohérent pour évoquer ce site-là. C'est en fait le terrain au 962 Mont-Royal-Est, donc au coin des rues Mentana et Mont-Royal. Il y avait là, depuis très très longtemps, une station de service. Que Esso a vendu et décontaminé, et c'est l'arrondissement qui l'a acheté il y a 2 ans. Et on est en train de créer une toute nouvelle place publique sur ce site-là. Et donc, on lui a donné le nom de Fleurs de Macadam, la place des Fleurs de Macadam, du nom de cette chanson de Ferland, parce que cette station-service-là appartenait à l'origine, dans les années 50 en tout cas, et autour, au père de Jean-Pierre Ferland, qui en a été le propriétaire très longtemps, qui était connu de tous. C'est le plateau Mont-Royal prolétaire ouvrier des années 50-60 qui est évoqué de façon magistrale dans cette chanson-là, dans les paroles. Et ben voilà, donc la boucle est bouclée. Il y a eu une station-service, elle a appartenu, M. Ferland, l'auteur-compositeur, il a travaillé, tous les fils de Thirouge Ferland, ils travaillaient. Il devait le faire, il n'y avait pas le choix. Et voilà, la station-service va devenir un espace vert, un espace public qui portera le nom de Fleurs de Macadam. On est très contents. Merci. Merci, Mme Giguère. Et la parole à Mme Gosselin. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voudrais remercier tous mes collègues pour leur enthousiasme et leur appropriation et leur éloquence sur ces dossiers de toponymie. On s'efforce, en fait, de s'assurer que les choix soient bons. Puis je pense que l'enthousiasme de tout le monde en témoigne. Je voudrais juste vous parler du dernier dossier qui n'a pas été mentionné, le 4603, qui est la désignation d'un nouveau parc à Outremont pour Pierre Dansereau. Bien sûr, tout le monde sait qui est Pierre Dansereau. C'est le plus grand scientifique québécois, plusieurs fois primé, récompensé, cité, honoré. Et puis, je voudrais aussi souligner à quel point ce nouveau parc qui est en forme de triangle, qui est le plus grand espace vert dans le réaménagement de cette partie d'Outremont, qui était auparavant une gare de triage énorme. Bien sûr, Pierre Dansereau est connu comme étant le père de l'écologie. C'est lui qui aurait inventé la parole, et il a dédié une grande partie de sa carrière à parler de la réhabilitation de terrains contaminés, dévastés. Et bien sûr, nous, la Ville de Montréal, nous avons réhabilité tout ce secteur et ce parc que nous nommons pour lui, citoyen d'Outremont, qui a vécu centenaire. Alors, nous sommes très heureux de cette désignation comme de toutes les autres. Merci beaucoup, Mme Gosselin. Alors, Monsieur le leader, ces points sont adoptés.